America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالروح بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Hahali, Maryam Abdou, pour vous accompagner au micro. Un comité spécial des Nations Unies rappelle que les méthodes de guerre utilisées par l'entité d'occupation en Gaza relèvent du génocide, y compris l'utilisation de la famine comme arme de guerre. Le chef du bureau du programme alimentaire mondial alerte et tire la sonnette d'alarme. L'opération militaire, maintenant, a complètement coupé une zone du nord de Gaza. Vous avez Jabalia, Beth Hanoun et Beth Laya qui sont totalement coupés. Nous avons eu uniquement 2 convois qui sont arrivés et le soir même, les familles à qui nous avons donné cette assistance ont eu un ordre d'évacuation. Il s'agit, précise des experts onusiens, d'une campagne de famine ciblée et indique que 96% de la population razaoui est en situation d'insécurité alimentaire aiguë, dont 22 a atteint un niveau catastrophique. Parfois, quand il n'y a pas de nourriture, je m'assois et je pleure. Quand mon enfant me dit qu'il a faim et que je ne peux rien lui donner, ça me brise le cœur. Que suis-je censé faire? Je leur donne du pain sec. Que puis-je faire d'autre? Avec nous en ligne, Madame Jawida Siassi, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de New York et de Washington, spécialisé dans les affaires pénales internationales, telles que les crimes de guerre et le génocide. Madame Jawida Siassi, aujourd'hui, la famine est utilisée comme véritable arme de guerre à Gaza. Oui, la famine délibérée des civils n'est pas une nouvelle tactique de guerre. Elle est utilisée malheureusement dans plusieurs conflits internationaux. Nous l'avons vu au Soudan, au Yémen, aujourd'hui à Gaza. Le droit international humanitaire, qui vise donc à protéger les non-combattants dans les conflits armés internationaux, indique clairement que le fait d'affamer délibérément la population civile en tant qu'instrument ou tactique de guerre est interdite et constitue un crime de guerre passible de poursuite judiciaire. Cette interdiction trouve son expression dans les conventions de Genève de 1949. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce que les Israéliens, l'entité sioniste avancent, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui n'est pas un dommage collatéral du conflit. C'est une politique qui a été conçue, qui a été coordonnée, qui est mise en œuvre au plus haut niveau du gouvernement israélien et de son établissement militaire. Les provisions du statut de Rome indiquent que affamer une population civile est un crime de guerre. Si les Israéliens ne sont pas partis du statut de Rome, ils sont signataires des conventions de Genève. Oui. Et les conventions de Genève ne sont pas des codes d'honneur, ce sont des instruments de droit international qui ont force obligatoire et qui s'imposent aux États signataires. Donc, si les dispositions du statut de Rome ne sont pas contraignantes pour les Israéliens, les obligations sous-jacentes du droit international humanitaire le sont, et ils le savent. Donc la question qui se pose, c'est de savoir que faire lorsqu'il existe une interdiction légale comme celle-ci, qui est bien établie, équivalente à un crime international, sans qu'il n'y ait vraiment un forum qui soit habilité à la poursuivre. Et là, je veux parler de la responsabilité des États tiers à agir lorsqu'il y a une violation flagrante des dispositions du droit international. Comme vous le savez, il y a une quinzaine de jours, la classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire, qui est un outil développé par la FAO, le Fonds pour l'alimentation et l'agriculture, a émis une alerte qui dispose d'une probabilité imminente et substantielle de famine en raison de la détérioration rapide de la situation dans la bande de Gaza. Je ne suis pas experte en sécurité alimentaire, mais je crois qu'on a dépassé ce seuil. Les gens meurent à Gaza, notamment dans le nord de Gaza, de faim.
dans le nord de Gaza et plus récemment dans le sud de Raza où la situation est encore plus désastreuse puisque aucun accès terrestre n'est ouvert aux aides humanitaires. Aucun couloir humanitaire n'est ouvert sur la partie sud de la bande de Raza. C'est vrai. Le nord de Gaza est assiégé depuis le 1er octobre. Ses habitants ont été réduits à manger de l'herbe, de la nourriture pour bovins. Cela parce que le gouvernement israélien, et je le souligne, a arbitrairement et intentionnellement empêché l'acheminement de l'aide humanitaire. Dans le sud, ce qui se passe, c'est que après cette lettre du 13 octobre du gouvernement américain, c'était un avertissement, si vous voulez, voilé, pour dire aux Israéliens, vous avez 30 jours. Il n'y a pas 30 jours, il y a maintenant. Le droit humanitaire ne donne pas 30 jours pour s'assujettir à ces dispositions. Oui, il agit dans l'urgence. 30 jours. Voilà. Au 13 novembre, les Américains avaient demandé 350 camions par jour. Avant la guerre, il y avait 500 camions d'aide humanitaire, mis à part l'aide commerciale ou les camions commerciaux. On avait demandé 350, moins de 40 rentrées par jour. Et maintenant, avec la fermeture depuis le 7 mai de cette année du passage frontalier à Rafah avec l'Égypte, donc on a Kerem Salam où il y a moins de 40 camions. Et ces camions sont assiégés à partir du moment où ils rentrent dans la bande de Gaza parce que vous avez un effondrement du système sécuritaire. Les vivres sont volés, les chauffeurs des camions et des convois ont été attaqués. Et ça parce que il y a certainement un effondrement du système sécuritaire, mais les Israéliens ont la responsabilité en tant que puissance occupante, en vertu du droit international, en tant que puissance occupante, de protéger les civils, la sécurité pour acheminer les convois aux civils qui en ont besoin. Et ils ne font absolument rien. En fait, ils sont complices dans ce qui se passe dans le sud. Donc oui, vous avez raison, la situation est aussi apocalyptique au nord qu'elle est dans le sud de la bande de Gaza. Alors vous dites complices, on va tout de même rajouter qu'ils sont complices, mais avant tout, ils sont auteurs de ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est tout le système politique qui est complice d'une campagne militaire engagée à Gaza, au su et au vu de tout le monde. Le plan des généraux qui est mis en œuvre dans le nord de Gaza, ce n'est pas un dégât collatéral du conflit, c'est une politique. Les éléments clés de ce plan, diabolique j'ai envie de dire, se manifestent dans la conduite actuelle. Le plan recommandait l'utilisation d'ordres d'évacuation qui créait une zone permettant le meurtre et la famine. Et c'est un plan qui a été officiellement présenté au gouvernement israélien au mois d'octobre. Sur la base juridiquement erronée et fallacieuse avancée par les Israéliens que ceux qui restent après les ordres d'évacuation pourraient être considérés comme des combattants. Or qu'en droit international, le fait de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir quitter son domicile ou d'évacuer une zone de combat est loin de signifier une participation directe à ces combats ou à ces hostilités. Autrement dit, les civils qui sont restés dans les zones assiégées du nord de Gaza, dont le chiffre est maintenant entre 75 et 90, il y a énormément d'enfants, de femmes, mais leur chiffre est à peu près 75 000, ne devraient pas être considérés comme des combattants, ne sont pas moins des civils pour avoir décidé de rester dans leur maison. Absolument. Oui, vous avez raison, c'est eux. Ils sont responsables et ils le font. Pourquoi nous sommes en train de pousser à ce que le procureur Karim Khan amende la demande de l'accusation pour ajouter le crime de génocide parce qu'il y a une intention explicite faite dans une forme de déclaration au plus haut niveau du gouvernement israélien, Premier ministre, président, que c'est ce qu'ils veulent faire, dépopuler, tuer par la famine, par les bombardements, exterminer tout un peuple. Donc ils le font, ils utilisent la famine qui est un instrument effroyable dont les deux principaux éléments sont des actions, des politiques qui privent les civils de biens indispensables à leur survie. Oui. Et le second, c'est l'intention. La famine doit être délibérément utilisée comme une méthode de guerre. Le crime de génocide est un crime d'intention. Donc il faut un acte. Et derrière cet acte, il faut une intention de détruire un groupe de personnes sur la base raciale, ethnique, nationale ou religieuse. Et c'est ce qui se passe. On veut les exterminer pour la seule et unique raison qu'ils sont palestiniens. Jawida Siassi, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes avocat au barreau de New York et de Washington, spécialisé dans le contentieux transfrontalier et les affaires pénales internationales dans le cadre de procédures devant les juridictions internationales portant sur la protection
violations des droits de l'homme tels que les crimes de guerre et les génocides. Jawida Siassi, un comité onusien a indiqué que depuis le début de la guerre, les responsables, je cite, israéliens ont publiquement soutenu des politiques qui privent les Palestiniens des produits de base nécessaires à la vie, la nourriture, l'eau et le carburant. Le comité rajoute qu'Israël a systématiquement entravé l'aide humanitaire pour utiliser les fournitures vitales à des fins politiques et militaires. Ceci aurait-il pu avoir lieu si un soutien politique par ailleurs n'avait pas eu lieu? Non. Non, parce que Israël est un tout petit pays qui a pris maintenant le monde en otage. Et s'il n'y avait pas l'aide des pays occidentaux, et en premier lieu des Américains, rien de cela ne serait passé. D'abord, il y a l'armada d'armement que les Américains fournissent et que sans cela, cette destruction qu'on voit à Gaza, cette tuerie massive n'aurait jamais eu lieu. Mais je voulais dire un peu plus concernant la famine. Les déclarations qui ont été faites par les dirigeants israéliens, comme l'ancien et le nouveau ministre de la Défense, oui, le Premier ministre et le chef de l'Agence israélienne pour la coordination des activités gouvernementales, GOGAT, ont tous parlé ouvertement et délibérément à divers moments de l'impératif, de la nécessité de priver les Palestiniens de Gaza de l'approvisionnement. Absolument. Mais je vais aller plus loin. Les Américains eux-mêmes, les dirigeants américains eux-mêmes, si vous vous rappelez, tout au début de ce génocide, avaient à maintes fois conditionné l'acheminement d'aide aux Palestiniens à la libération des otages. C'était dans le cadre de parvenir à un cessez-le-feu à la fin de l'année dernière. Je veux faire référence ici au coordinateur de la Maison-Blanche pour le Moyen-Orient, Brett McCurt, un des officiels qui avait décrit la politique américaine consistant à conditionner l'ampleur de l'aide humanitaire à Gaza à la libération des otages qui sont détenus par le Hamas et d'autres groupes à Gaza. Et la question à l'époque pour nos juristes, c'était de savoir si cette politique telle que décrite par ces officiels américains serait-elle compatible avec le droit international humanitaire. La réponse est non. Ma réponse personnelle, c'est non. Ni la sécurité et la liberté des otages, ni les besoins les plus élémentaires de la population de Gaza ne peuvent être instrumentalisés pour tenter de contraindre l'adversaire à faire ce qu'il doit faire. Les otages doivent être libérés sans condition et l'aide doit être admise sans condition. Conditionner une aide alimentaire à la libération d'un prisonnier de guerre, est-ce que cette démarche peut s'apparenter à une complicité de génocide ou à une complicité dans le crime commis? Oui. Tout à fait. C'est pour ça que ce qui va se passer maintenant que ces mandats d'arrêt ont été émis par la Cour, que beaucoup de personnes ont pris note. Parce que continuer dans l'entreprise criminelle, de poser des conditions quand il s'agit d'approvisionner les civils qui n'ont rien à voir avec ces hostilités est un crime de guerre pour les co-auteurs et pour ceux qui sont complices avec ces actes. C'est pour ça d'ailleurs que la privation de masse, la famine est au cœur de l'affaire qui était portée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, mais aussi de la Cour pénale internationale. C'est la première fois que la Cour pénale internationale utilise la famine comme une arme de guerre dans une accusation. Il est donc remarquable que le procureur Karim Khan ait inclus cette accusation dans sa déclaration. C'est extraordinaire parce que vous avez non seulement des auteurs, mais aussi des États qui ont délibérément soutenu le gouvernement israélien dans cette entreprise criminelle, dont les États-Unis. Je vous dis, je suis sûre que vous vous rappelez, qu'ils avaient conditionné d'une manière ouverte à travers des déclarations que si le Hamas libérait les otages, ils accroîtraient. Vous savez, il a fallu 70 jours après le 7 octobre 2023 pour qu'un seul point de passage soit ouvert sur Gaza. Hier, à ce propos, le président sortant Joe Biden tenait le même discours. Il conditionnait l'aide alimentaire à la libération des prisonniers de guerre à Gaza. Absolument. Ils l'ont fait l'année dernière, ils l'ont fait dans les pourparlers qui se tenaient à Doha, au Caire, pour arriver à un cessez-le-feu, et ils le font toujours. Donc je crois, pour répondre à votre question, il faudrait que ces gens-là prennent note parce que ces mandats d'arrêt ou cette demande de l'accusation ne va pas s'arrêter à ces deux hommes qui sont maintenant des fugitifs internationaux. Il n'y a pas de prescription d'ailleurs, et il n'y a pas d'amnistie pour ces crimes. Yoav Galan et Benjamin Netanyahu sont des réfugiés internationaux à vie. Ils sont interdits, ils peuvent être
être arrêtés dans n'importe quel pays, dans les 124 pays du moins, qui sont partis du statut de Rome, qui sont signataires de l'acte constitutif de la Cour pénale internationale et qui ont désormais l'obligation d'arrêter chaque homme qui se rend sur leur territoire. Alors laissez-moi vous poser, pardonnez-moi, je vais juste ouvrir une parenthèse. Comment réagissez-vous au fait que le président français Macron a déclaré que Benyamin Netanyahou ne serait pas arrêté en France car ce dernier bénéficie de l'immunité? Comment réagissez-vous à cela? En droit international américain, l'immunité de statut, ce qu'on appelle l'immunité de statut pour un chef d'État, ne s'applique que dans les cours ou les tribunaux nationaux. La CPI est un tribunal international, donc il n'a pas d'immunité pour être arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt émis par une cour internationale. Bien. En France, je pense que c'est la même chose, mais ici aux États-Unis, ils ne vont pas le faire, bien sûr, mais ils ont l'obligation de l'arrêter en vertu du droit international, même s'il est un chef d'État. Certainement, Yoav Gallant, parce qu'il n'a plus d'immunité, n'étant plus un portefeuille dans le gouvernement actuel. Mais Benyamin Netanyahou, il y a eu des décisions de tribunaux américains qui ont stipulé qu'ils ont l'obligation de l'arrêter. On sait que ça va pas se faire. Mais ce qui nous importe, nous, les juristes internationaux, c'est que c'est leur statut, ce sont des fugitifs internationaux et qui sont interdits à perpétuité dans n'importe quel pays qui est membre du statut de Rome. Avez-vous l'impression que ce sont les fondements mêmes du système juridique international qui, aujourd'hui, sont remis en question? C'est vrai que ça a pris 6 mois. Nous avons eu 2 décisions que nous attendions depuis quelque temps. Le système fonctionne toujours. La Cour a été la Cour pénale, je parle de la Cour pénale internationale, l'objet d'énormes critiques, de menaces. Mais malgré cela, la Chambre a retenu la demande du procureur. Ils ont un impact. Je m'attends personnellement à ce la gamme des violations et des infractions va s'élargir et la liste des suspects va s'allonger. J'espère personnellement que d'autres devront en rendre compte en temps voulu. Pour moi, juriste, je pense que le système fonctionne toujours. C'est très difficile parce que, encore une fois, nous faisons face à un énorme barrage de critiques, d'entraves. Les Américains, en premier lieu, ne reconnaissent pas la compétence de la Cour. Ils sont signataires, mais ils n'ont pas ratifié le statut. Mais pour répondre à votre question, non, je pense que le système fonctionne toujours. Ces entraves politiques existent encore aujourd'hui. Elles vont exister encore plus demain quand Trump va occuper la Maison-Blanche. Est-ce que, selon vous, Madame Jawida Siassi, l'horizon peut être encore ouvert? Quels sont les moyens à mettre en place pour que ces poursuites judiciaires arrivent à terme? Pour que les gens puissent avoir confiance en la justice internationale? Je pense que vous avez raison. Si l'on se fie aux actions de la première administration du président élu Trump et aux déclarations de sa campagne, je pense que la nouvelle administration fera probablement ce qu'elle peut pour entraver l'exécution des mandats de la CPI contre les responsables israéliens. Comme je disais il y a un moment, cependant, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis. En d'autres termes, ces crimes ne peuvent pas être soumis à une prescription, ce qui signifie qu'ils peuvent être poursuivis à tout moment, peu importe le temps écoulé depuis leur commission. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois que ce qui est important, c'est la responsabilité des États tiers. C'est la responsabilité des 124 États, et même les États qui ne sont pas signataires peuvent. Certains États du Moyen-Orient, mais je pense aussi à l'Inde, à des États comme la Chine, comme la Russie, qui ne sont pas signataires. Ils peuvent interdire l'entrée sur le territoire et poursuivre dans le cadre de leur juridiction nationale ces 2 hommes ou toute autre personne contre lequel un mandat d'arrêt est émis. Le système fonctionne lorsqu'il y a une volonté politique des États d'exécuter les décisions des institutions internationales et des tribunaux internationaux. Je pense que les déclarations qui ont été faites au lendemain de délivrance de ces mandats d'arrêt nous donnent à espérer, je pense particulièrement au Canada, à la Grande-Bretagne, qui ont déclaré qu'ils allaient s'assujettir ou qu'ils allaient respecter les décisions de la CPI. Je vais rajouter ceci, il faudrait que les États tiers prennent leur courage à 2 mains et n'hésitent pas dans l'application de ces mandats d'arrêt internationaux. Que les autres États, ceux qui se sont réfugiés dans le silence,
par crainte ou par suivisme, finissent par prendre leur courage à deux mains. Madame Jawida Siassi, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, madame. C'est moi, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Jawida Siassi est avocate au barreau de New York et de Washington, spécialisée dans le contentieux transfrontalier et les affaires pénales internationales, dans le cadre des procédures devant les juridictions internationales portant sur la protection des droits de l'homme tels que les crimes de guerre et le génocide. Jawida Siassi était avec nous à partir de New York. بدنا ناكل جوعنا بالعربي فيش خجل أكلنا حميض تروحنا ناكل من الشجر تعبنا فيش إلا مي بجيب خبز بناكلش جوعنا مر قاوم الخبز مر قاوم يا ابن أمي. L'enclave palestinienne est une nette représentation de ce qu'est l'Apocalypse. Des enfants de tout âge errant pieds nus sur des monticules de gravats, ne sachant pas où aller, se nourrissant d'herbes folles. Raza nous renvoie des images de fin du monde, des morts à n'en plus finir, embarqués sur des semi-remorques, des linceuls ensanglantés, des sacs mortuaires ensevelis dans des fosses communes, des gens marchant sans destination, des lâchers d'aide qui tombent du ciel et pulvérisent ce qui reste des corps de ces affamés. Mais envers et contre tout, c'est insupportable. Une autre réalité se dégage, celle du double standard, qui tue toute humanité. La réalité de ces sociétés occidentales, où s'affrontent tout de même des politiques asservies et mouvements populaires dénonçant le génocide. De cette tragédie qui nous hantera jusqu'à la fin des temps, se dégage la bravoure des pays essoufflés par des guerres sans fin, mais qui n'hésitent pas à s'engager dans d'autres guerres pour une Palestine libre. Elle nous renvoie à la fragilité des lois que les plus forts peuvent bafouer et piétiner avec violence et mépris, et au gré des lubies opposer leur veto, objecter un cessez-le-feu, soutenir l'agresseur, continuer à lui fournir des armes, tout en lui demandant, par-dessus l'épaule, de faire plus attention aux civils. Nous devons soutenir Israël parce que c'est une nation indépendante. Mais nous avons dit clairement aux Israéliens que la sécurité des Palestiniens innocents est une préoccupation importante. N'est-ce pas là une leçon hors pair de cynisme? Et pourquoi se gêner? De toute façon, tuer encore et encore n'affectera en rien le processus de normalisation. Mais comme dans toute tragédie, il y a une fin. L'on sait déjà qu'en dépit de toutes les souffrances infligées, en dépit de l'injustice, en dépit de la lâcheté sans équivalent, de ceux qui couvrent leur honte hypocritement, les Palestiniens sont là pour leur rappeler que leur liberté, ils l'obtiendront par la force de leurs bras et la profondeur de leur foi. صحيح انقطع الاتصال عن غزة، انقطع الاتصال عن الإسعاف والدفاع المدني، انقطع الاتصال عن العالم، ولكن ما انقطع الاتصال عن رب العالمين. جوع وعطش وتعب كتير. اللهم يا منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود يا الله، انصرنا عليهم. اللهم ضاقت بنا الدنيا ففرجها يا رب العالمين. تعبنا كتير، وجعنا كتير، ولكن أملنا بالله عز وجل كبير. الله عز وجل مش حيضيعنا، والله لن يضيعنا الله. قاوم ابطش ففي بطشك بهم الحياة. غزة شرف لا يعرف السكات، من النيل إلى الفرات قدسنا عربية. وعد ربك آت لا محالة، وعد ربك آت، وعد ربك آت، وعد ربك آت.
délégation de médecins algériens est actuellement à Reza. L'équipe médicale a réalisé plusieurs opérations d'urgence et pris en charge des cas critiques parmi les blessés victimes des bombardements sionistes. Des médecins volontaires témoignent du désastre humanitaire rencontré. Toutes les plaies du crâne étaient des gens condamnés à mourir. Mettez sur un coin et qu'on ne prenait pas en réanimation ni rien, il les laissait mourir. Tous. Et j'ai vu mourir une jeune femme et j'ai bien vu qu'elle était consciente. Avec nous en ligne, à partir de Reza, Monsieur Faisal Beljilali, chef de la délégation médicale algérienne dépêchée à Reza. Monsieur Faisal Beljilali, dans quelles conditions êtes-vous arrivé à Reza ? On est arrivé il y a plus de 15 jours de cela, dans des conditions de guerre, pour ainsi dire. Oui. Alhamdoulilah, tout le monde est bien arrivé. On est une équipe de 7 chirurgiens, différentes spécialités, neurochirurgie, traumatologie, maxillofaciale. Pour moi, c'est la deuxième fois que j'y suis en 3 mois. Mais bon, c'était assez différent parce que la première fois, c'était dans l'hôpital indonésien qui est plus au nord, à Jabalia. Là, il est hors service. Tous les hôpitaux du nord sont en service. On a été reçus dans l'hôpital Mahmadani, dans le nord, mais dans la ville de Gaza, au centre-ville, Gaza-ville. Pour ce qui est du staff local, vous pouvez imaginer après 400 jours, plus de 400 jours de guerre, absolument. De travail. Voilà, et avec un rythme très haut, des opérations à longueur de journée, des urgences à longueur de journée, des cas graves, compliqués, tout ça, en n'ayant pas assez de stock, de matériel, de médicaments. C'est vraiment un défi énorme pour le staff local. Donc nous, on est arrivé pour donner un coup de main. On a ramené avec nous ce qu'on pouvait, parce que là, il est interdit de ramener quoi que ce soit sauf les affaires personnelles. Voilà. On vous interdit d'amener avec vous le matériel médical indispensable. Oui. Par des échographes portables, des tensiomètres. En fait, ils ont un autre chemin pour ça, par camion. C'est une longue procédure qui dure depuis des mois. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous traversez les frontières ? C'est la phase d'avant qui est longue. On postule et c'est soumis à une enquête à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles. C'est l'ONU qui s'en charge. Après le poste frontière, on traverse les territoires dans un bus de l'ONU qui nous amène vers l'hôpital. On est passé à l'hôpital Nasser à Khan Younes la première nuit là-bas et deuxième jour on est allé au nord. C'est une émission qui s'inscrit dans un cadre onusien, on va dire, Monsieur Faisal Beljilali. Bien sûr, c'est un couloir humanitaire. Monsieur Faisal Beljilali, vous étiez à Reza il y a cela quelque temps. Vous avez rencontré des médecins palestiniens. Les avez-vous retrouvés cette fois-ci ? Quelques-uns, parce que les autres, bon, il y en a qui sont toujours encerclés au nord, et il y en a qui sont malheureusement détenus. Il y en a qui sont un peu partout. Ils passent leur journée à chercher déjà un foyer pour leur famille. Ils ont été déplacés depuis le nord vers la ville de Gaza. Les gens habitent des carcasses de maisons, habitent des tentes. Dans ce froid, c'est pas évident. Des médecins, des directeurs d'hôpitaux ont été arrêtés par les forces d'occupation pour être par la suite relâchés. Les avez-vous rencontrés ? De quoi témoignent-ils ? Il y en a qui ont été relâchés, il y en a toujours en détention. C'est toujours des interrogatoires. Leur avez-vous parlé ? Pas spécialement. Quelles sont les conditions dans lesquelles les soins sont apportés aux Palestiniens qui arrivent en masse dans les hôpitaux, Monsieur Faisal Beljilali ? Médiocre. Au niveau des urgences, il n'y a pas assez de lits. Parfois, les blessés par terre, pour les salles d'opération aussi. Mais quand on parle des urgences, dans ce cas, c'est vraiment il y a des photos qui sont assez choquantes, donc. Je crois que nous avons perdu le contact avec Faisal Beljilali. Je rappelle que Faisal Beljilali était avec nous à partir de Reza. C'est le chef de la délégation médicale algérienne dépêchée à Reza. Nous sommes en train de tenter de le recontacter. J'espère qu'il va pouvoir nous répondre pour pouvoir conclure cet entretien. L'entretien, nous disait Faisal Beljilali, se fait dans des conditions très très difficiles, compte tenu de la situation. Comme vous pouvez bien évidemment l'imaginer à Reza, ils n'ont pratiquement pas de connexion, pas d'électricité, pas d'eau, pas de vie, presque pas de vie. Donc si nous arrivons à la voir, ce serait bien. Non. Eh bien, Faisal Beljilali était avec nous à partir de Reza. Je rappelle qu'il est chef de la délégation médicale algérienne dépêchée à Reza. Il est avec nous ? On tente ? Monsieur Faisal Beljilali ?
Allô? Oui, allô? دقيقة فقط. Monsieur Faisal Beljilali, je disais que vous étiez au centre d'un désastre total. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Que retenez-vous, vous, en qualité de chef de la délégation médicale algérienne dépêchée à Reza? Disons que vraiment, les images qui sont relayées par les médias, parce qu'on voit, on dirait que c'est vraiment pire. Moi, personnellement, j'avais des difficultés énormes à prendre des vidéos et des photos parce que là, d'un point de vue moral et puis c'est comme si ça servait à rien. Donc, il y a tous les jours une cinquantaine de victimes. N'en parlons pas des blessés, n'en parlons pas des malades chroniques. Tout le monde souffre d'anémie, de malnutrition. Disons que la situation est désastreuse et la population elle est livrée à elle-même. Si on rajoute à cela le froid et la faim. Oui, bien sûr. Quand vous dites là, actuellement au sud, il y a une énorme famine. La dernière fois, c'était au nord. Là, au nord, il y a une légère famine, mais au sud, actuellement, il n'y a pas de farine. On assiste à des scènes de bousculade pour des kilos de farine. Malheureusement, ça se fait dans la douleur. Quand vous dites, Faisal Beljilali, que ça ne sert à rien, est-ce que ça voudrait dire que finalement, tous ceux qui sont à Reza, s'il n'y a pas une assistance urgente, ils vont forcément mourir tous? Déjà qu'ils sont tous victimes directes. Il n'y a pas une personne qui n'a pas un membre de la famille qui est décédé. Tout le monde est blessé, tout le monde est malade. Personne n'est épargné. Et après plus d'un an de guerre, on se demande parfois à quoi ça sert de relayer encore plus d'images. Si le monde devait bouger, il devait bouger. Ça fait longtemps de cela. Vous êtes à Reza encore pour combien de temps? Pour quelques jours, peut-être une semaine. À peu près, on verra. Faisal Beljilali, merci infiniment, Inch'Allah. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Vous étiez avec nous à partir de Reza, chef de la délégation médicale algérienne dépêchée à Reza. Merci beaucoup, Beljilali. Merci, au revoir. Christophe Oberlin est chirurgien humanitaire. Il a dirigé ou il dirige régulièrement des missions en Palestine et plus particulièrement dans la bande de Reza. En 2020, il publie un livre, Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, un ouvrage où il évoque le recours par les Palestiniens, en l'occurrence, au droit international. Il y rappelle également qu'en mars 2019, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a averti que Washington imposerait des restrictions à tout membre du personnel de la CPI qui enquêtait sur des citoyens américains ou alliés. En juin, notre administration a autorisé l'imposition de sanctions économiques contre les personnes étrangères qui enquêtent pour la CPI sur le personnel américain ou allié et ceux qui ont matériellement aidé ceux-ci dans cet effort. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante, car la CPI continue, malheureusement, de viser les Américains. Avec nous en ligne, monsieur Christophe Oberlin, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes chirurgien humanitaire, auteur de l'ouvrage « Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale ». Monsieur Christophe Oberlin, les mandats émis par le procureur Karim Khan semble être l'aboutissement de différents épisodes judiciaires menés par les Palestiniens en l'occurrence, ou encore par leurs avocats. Alors l'aboutissement, je dirais qu'il a même commencé plus tôt, en ce sens que tous les épisodes judiciaires au niveau international qui ont eu lieu, et depuis de 2009 pratiquement concernant la Palestine, depuis 15 ans, mon maître et ami Gilles Devers, malheureusement disparu, on peut dire qu'il est responsable à 95% de la décision de la Cour de mettre en examen, de lancer des mandats d'arrêt contre les deux personnes que vous avez indiquées, Netanyahou et Monsieur Galland. L'objet de mes ouvrages, qui ont été entièrement contrôlés juridiquement par Gilles Devers, eh bien, c'est de faire un petit peu de pédagogie. Maître Gilles Devers n'était pas du tout fan de publicité personnelle. Il n'a jamais fréquenté les plateaux de télévision avec les journalistes de salon. Il fréquentait uniquement les médias sérieux qui lui posaient des questions sur les affaires où il était partie prenante, et en particulier la question palestinienne et la question sahraoui. Donc, mes deux livres, eh bien, relatent toutes les étapes qui ont été franchies depuis 2009. J'avais des entretiens avec Gilles Devers
parfois 30 minutes 3 fois par semaine, vous voyez, et jusqu'à ces jours-ci, vous voyez, jusqu'à son dernier souffle. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il aurait réagi juridiquement et très clairement à la déclaration qui est sortie aujourd'hui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises, qui est une déclaration qui comporte des fautes de droit très très importantes. On pourra en parler tout à l'heure. Oui. Et donc mes 2 petits livres, le dernier, il date de 2020, mais tout ce qui a été décrit dedans, reste valable jusqu'aujourd'hui et jusqu'à l'émission de mandat d'arrêt. Vous avez beaucoup échangé avec Maître Gilles Devers, tel que vous l'indiquez à l'instant, avocat accrédité auprès de la Cour pénale internationale. Gilles Devers a été l'un des porte-parole d'un groupe de 350 ONG représentés par 40 avocats chargés du traitement d'une requête en justice auprès de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre lors de la guerre de Gaza de 2008 à 2009. C'est une procédure qui se poursuit aujourd'hui compte tenu des entraves politiques? Alors, c'est une procédure qui se poursuit, je dirais, oui, malgré les entraves politiques, mais il faut noter que ce travail a comporté énormément d'éléments que vous n'avez pas le temps d'indiquer, qui sont indiqués dans mon livre. En particulier, plus de 3000 plaintes palestiniennes, des plaintes individuelles, vous voyez, des plaintes privées qui sont extrêmement puissantes parce qu'on ne peut pas les annuler d'un coup de baguette magique, sont parvenues à la Cour pénale concernant les crimes de guerre commis au moment des marches du retour. Et ces recueils de preuves ont été faits par des formations juridiques entièrement palestiniennes, vous voyez. Donc c'est en travaillant sur le terrain avec les Palestiniens qu'une quantité de preuves a été jugée suffisante par la Cour pénale internationale pour ouvrir une enquête approfondie et pour lancer également des demandes d'arrêt qui ont été confirmées par la Cour. Donc c'est un travail extrêmement large que j'engage véritablement tout un chacun à se documenter car que l'argumentaire est parfaitement juridique et parfaitement lisible. Vous indiquez dans votre ouvrage, je vous cite, « Le conflit israélo-palestinien n'est pas seulement le sinistre champ d'expérimentation des armes nouvelles, il doit être désormais le champ d'application du droit nouveau. » Et vous rajoutez, « Le droit, toujours imparfait, se construit à condition de s'en servir. » Vous rappelez également, « Je vois d'ici certains lecteurs s'insurger en dépit d'années d'existence, la CPI n'a inculpé que des dirigeants africains. C'est une injustice de blancs contre les noirs. Tout cela n'est pas faux. » Alors, ce n'est pas faux historiquement, mais la Cour pénale internationale est à peine majeure. Elle est entrée en fonction en 2002, donc vous voyez, nous sommes en 2024, et c'est clair qu'elle prend de plus en plus d'ampleur, avec de plus en plus de pays, États, partis, et elle fait de plus en plus peur à certains pays non adhérents qui sont les grands pourvoyeurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, qui ne sont pas partis à la Cour pénale internationale, vous voyez, sans citer personne, mais tout le monde m'aura compris. Et donc cet enjeu finalement de quelques dirigeants israéliens, c'est un enjeu qui s'élargit progressivement à des dirigeants de pays beaucoup plus puissants et également à des pays qui sont complices de ces pays. Et là, je cite très clairement la France, vous voyez. Alors, quel est l'enjeu? Donc, ça fait peur. Alors, quel est l'enjeu, Monsieur Christophe Oberlin? Je vous pose la question, car le président Macron vient de déclarer que Netanyahou ne peut être arrêté en France compte tenu de l'immunité dont il dispose. Alors, c'est un mensonge juridique absolu, car évidemment, le statut de la Cour pénale internationale a bien prévu, contrairement à ce qu'évoque M. Macron et surtout le compte-rendu qui est sorti aujourd'hui du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, contrairement à ce qu'ils disent, eh bien, les États partis ne bénéficient d'aucune immunité. C'est absolument évident. On n'a jamais demandé à un criminel de reconnaître la légitimité de la Cour qui va le juger. Et d'ailleurs, cette objection a déjà été soulevée par la partie israélienne. Il y a déjà une jurisprudence de la Cour pénale internationale en disant tout ceci est nul et non avenu. Donc ça, c'est tout à fait inexact. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce que cela représente pour la France comme pour les autres pays qui décident de ne pas appliquer les décisions de la Cour? C'est un enjeu qui est véritablement, je dirais que
la France contre la Cour pénale internationale, c'est un peu David contre Goliath. Hein. C'est ça. La Cour pénale internationale, c'est 123 pays, c'est un droit qui avance avec des jurisprudences sur lesquelles on s'assied, on s'appuie pour progresser, mais véritablement ceux qui déclareraient, et j'espère que la France ne le fera pas, que la Cour pénale internationale est une cour kangourou, comme le signalent certains étrangers, eh bien, se mettrait complètement en dehors du droit international, ce qui est totalement incohérent d'ailleurs, parce que l'Europe est la plus grosse pourvoyeuse de fonds à la Cour pénale internationale. Et les fonctionnaires européens, eh bien, ont vu par le passé des critiques de cette Cour, y compris par des exécutifs européens, qui véritablement ont fait très très mauvais effet. Donc, on pourrait dire d'une certaine façon que le bras de fer est engagé entre les pays qui visent une réduction drastique de la démocratie et les institutions juridiques internationales. Mais je suis très confiant dans les institutions internationales. Vous rappelez également dans votre livre qu'Israël, je vous lis, n'est pas membre de la CPI, a refusé de signer et de ratifier les statuts de Rome suite à sa reconnaissance du transfert de population civile et colonies de peuplement en tant que crime de guerre. Et vous rajoutez, vous indiquez qu'Israël toutefois est très attentif à l'action de la CPI. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Le procureur général, expliquez-vous, israélien, avait publié un mémorandum plusieurs heures avant l'annonce de la procureure Bensouda concernant la compétence de la Cour en Palestine. Qu'est-ce que cela signifie, Monsieur Christophe Oberlin? Ça signifie que la partie israélienne, malgré les rodomontades de ses dirigeants, la partie israélienne est extrêmement inquiète et c'est assez détaillé dans mon livre. À chaque étape de la procédure, eh bien, on se rend compte que les Israéliens, les juristes, eh bien, bénéficient d'informations et s'apprêtent à réagir ou réagissent même parfois par anticipation. Ce qui n'est pas très grave. Après tout, c'est intéressant d'avoir le point de vue des juristes israéliens. Mais une chose qui est très inquiétante aujourd'hui, je voudrais indiquer, car elle est dans c'est un petit peu le cœur du communiqué français des affaires étrangères. Oui. C'est que, et je cite, la France parle de deux démocraties attachées à l'état de droit et au respect d'une justice professionnelle et indépendante. Absolument. Oui. Justice professionnelle et indépendante. Alors une justice indépendante, c'est évidemment une justice indépendante des parties, c'est-à-dire la justice internationale et le droit international s'impose au droit local. Et une justice professionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice internationale ne serait pas professionnelle, une justice professionnelle, vous voyez. Et ça, vous voyez, je m'avance là-dessus. Nous avions envisagé avec Gilles Devers, il y a déjà bien longtemps, que Israël joue la subsidiarité, c'est-à-dire, ça existe aussi en droit européen, quand un problème peut être réglé plus facilement au niveau des États, eh bien on ne monte pas au niveau de l'Europe, vous voyez. Et la subsidiarité existe en droit international, c'est-à-dire quand des crimes de guerre peuvent être réglés localement, eh bien soustrait, si vous voulez, l'enquête à la justice internationale. Évidemment, lorsqu'il y a des juridictions locales bidons, passez-moi l'expression, la justice internationale reprend la main. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'affaire d'Afghanistan, avec les crimes de guerre commis par toutes les parties en Afghanistan, eh bien, a fait l'objet de l'ouverture d'une enquête approfondie contre notamment les États-Unis. Eh bien, il a été bien entendu dans les textes de la Cour pénale internationale que les pseudo-procès qui avaient lieu aux États-Unis contre des militaires américains étaient des procès dénués de toute qualité juridique et donc étaient nuls et non avenus. C'est une façon de réduire. En invoquant cette justice professionnelle, eh bien, ça signifie que Monsieur Netanyahou va jouer la montre et va plaider, et la France, justement, s'apprête à plaider avec lui, en tout cas dans ce texte, si on le lit attentivement, va plaider pour la justice israélienne pour traiter des crimes de guerre commis à Gaza. Et donc, ça va retarder encore la procédure, et vraiment, cette implication de la France, là, véritablement, ne frôle plus la complicité, devient véritablement une complicité active. C'est une façon de réduire le champ d'action de la justice internationale. Je vous pose la question, c'est ça. Je vous pose la question d'autant que des milliers de dossiers sont parvenus à la Cour pénale internationale. Des milliers de témoignages ont été documentés d'auteurs de génocide et des victimes du génocide. C'est une façon de réduire le champ d'action de la justice internationale et de faire fi de toutes les preuves qui ont été avancées.
ce n'est pas faire fi de toutes les preuves parce que tout ça est inscrit dans le marbre, mais c'est retarder la lutte contre l'impunité, et on sait qu'aujourd'hui, à chaque jour, eh bien nous le savons, c'est 50 à 70 victimes directes, et on sait que la destruction du système de santé de Gaza, et c'est les plus hautes instances médicales internationales qui le signalent, eh bien à chaque mort quotidien vont correspondre du fait de la destruction du système de santé 4 morts, vous voyez. Donc nous en sommes aujourd'hui à 250 000 morts directes ou indirectes, et quelques mois de guerre, eh bien ça sera 500 000. Autrement dit, tout ce qui retarde la justice, eh bien, aggrave le génocide, et c'est en cela que la position de la France est particulièrement honteuse. Et je l'avais dit d'ailleurs à Madame Anne-Claude Legendre qui m'a reçu à l'Élysée, c'est la conseillère diplomatique de Monsieur Macron concernant le Proche-Orient. Après 1h30 d'entretien, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'avancée possible, car ils n'ont pas saisi la gravité de ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et je lui ai dit en partant, par votre attitude, vous allez continuer à aggraver les choses et prolonger la tuerie qui a lieu en ce moment à Gaza. Gaza est un territoire que vous connaissez fort bien. Monsieur Christophe Oberlin, vous vous êtes rendu fréquemment. Dans votre ouvrage, Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale enquête, vous rappelez qu'en mars 2019, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a averti que Washington imposerait des restrictions à tout membre du personnel de la CPI qui enquêtait sur des citoyens américains ou alliés. Le département d'État américain a par la suite annulé le visa d'entrée aux États-Unis délivré à Fatou Bensouda notamment, procureur en chef de la Cour pénale internationale. Des pressions, j'allais dire, supplémentaires, peut-être pas similaires, mais des pressions ont également été diligentées à l'encontre de l'actuel procureur. Est-ce qu'il y a une volonté politique de stopper tout acte de justice, tout acte pour rendre justice aux Palestiniens ? Alors, il y a une volonté politique, et je dois dire qu'il faut rendre hommage à tous ces fonctionnaires, en particulier de la Cour pénale internationale, qui ont tenu le coup, qui ont mis en jeu leur propre vie, celle de leur famille. Mon impression est que maintenant que les mandats d'arrêt ont été émis, l'émission est passée, et donc le risque pour ces personnes et pour ces familles va aller en diminuant, car ce n'est pas en assassinant quelqu'un dans un coin aujourd'hui qu'on va stopper la procédure judiciaire, c'est devenu sans objet. Mais au-delà, si vous voulez, de ces menaces qui sont publicitées, qui sont connues au niveau médiatique, il y a d'autres menaces qui existent. Et en particulier, je voudrais, c'est un exemple qui est cité dans mon livre, il faut savoir qu'il y a 90 États qui ont signé des accords bilatéraux avec les États-Unis pour que un citoyen américain ne soit jamais capturé sur leur territoire. Et ils le remettront, s'ils le capturent, ils le remettront aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a une protection contre le droit international qui a été entrepris, et de longue date, dès d'ailleurs le début de la Cour pénale internationale. Et parmi ces 90 États, il y a une poussière d'îles du Pacifique, évidemment, mais il y a quand même 45 États qui sont à la fois membres de la Cour pénale internationale et qui se sont engagés par un accord bilatéral à ne jamais livrer quelqu'un aux États-Unis. C'est Donc là, il y a un véritable l'impunité. problème qui a déjà été soulevé en interne et qui devra être réglé. C'est encourager l'impunité. Absolument. Nous parlions tantôt des procureurs qui mettent en péril leur vie et celle de leur famille. Toutefois, et vous l'indiquez dans votre livre, en 2009, une première requête avait été déposée par l'autorité palestinienne. Cette requête avait été rejetée en 2012 par l'ancien procureur Moreno Ocampo au motif de sa difficulté de trancher sur la condition d'État ou pas de la Palestine. Le procureur avait renvoyé à l'ONU de trancher sur ce statut de pays observateur dont disposait la Palestine. Donc, quelquefois, il y a des complicités au cœur du système judiciaire qui freinent toute procédure. Alors là, vous mettez le doigt sur un point extrêmement important qui est celui de l'intégrité du procureur et qui pose la question d'ailleurs du procureur unique. Vous voyez, dans les jugements les plus graves, eh bien, il y a 3 juges. Vous voyez, alors là, il ne s'agit pas de juges, mais de procureurs. Donc, vous avez mis le doigt sur un point extrêmement important. Et l'initiative d'Ocampo
de se tourner vers l'ONU pour savoir s'il devait ouvrir une enquête, demander une ouverture d'enquête ou pas, était totalement hors droit. C'est au procureur d'ouvrir, il n'a pas à s'entourer d'un aéropage, c'est une décision qu'il prend et qu'il doit prendre tout seul. Et Fatou Bensouda, de ce point de vue-là, eh bien, a véritablement fait un excellent travail en avançant sans publicité, en prenant des risques pour elle et sa famille, et elle a fait franchir toutes les étapes aboutissant à ces mandats d'arrêt. Monsieur Christophe Oberlin, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À travers vous et à travers cette interview, nous rendons hommage à Maître Gilles Devers. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Oberlin, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Mariam Abdou. Christophe Oberlin est professeur des universités, médecin humanitaire à Reza, auteur de l'ouvrage « Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale, l'enquête ». Ont participé à ce programme Faisal Belgileli, chef de la délégation médicale algérienne dépêchée à Reza. Jawida Siassi, avocate au barreau de New York et de Washington. Christophe Oberlin, chirurgien humanitaire, auteur de l'ouvrage « Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale ». Histoire en marche a été réalisé par Jalil Lakhdar, coordonné par Sami Haheli. Marim Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai plaisir de vous retrouver jeudi prochain à partir de 17h. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.